C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech édition du mois de juillet. Je vais dire c'est une édition fédérale parce que c'est la fête du Canada, puis il y a les États-Unis aussi, je pense qu'ils vont fêter leur fête d'indépendance dans quelques jours à peine. Ce qui fait que nous sommes des indépendants nous aussi, alors on va fêter en grand. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain. On va remercier tout de suite nos partenaires. Moi, j'aime ça, clairer ça dès le début, parce que c'est grâce à eux que le podcast existe. TELUS, Plan Hub, CyberGhost, le VPN. Si vous aimez le café, vous allez aimer Jura. Le Jura, une machine à café entièrement automatique qui transforme du café en grains ou moulu, en boisson caféinée ou pas de votre choix, avec du lait ou non, à la pression d'un seul bouton. Pas besoin de mousser séparément le lait. Vous pouvez avoir un ajustement précis des quantités de lait, de café et d'eau. Le nettoyage est super simple, ça j'aime beaucoup ça, une petite capsule de produit avec des enzymes et boum, ça nettoie la machine pour qu'elle soit toujours propre et qu'elle donne toujours un café, une boisson délicieuse. Allez voir leur salle de montre chez Edica sur Saint-Laurent pour voir votre machine. Vous allez ressortir de là caféiné avec un sourire énorme aux lèvres. J'ai fait un texte, je vais faire l'autopromo, Pascal. J'ai fait un texte pour Le Devoir cette semaine où je parlais de la présence de plus en plus intéressante d'événements de réalité augmentée dans les événements, festivals, des choses comme ça à Montréal. TELUS me disait cette semaine qu'ils ont installé tout un réseau 5G dans le Vieux-Port et près du circuit Gilles-Villeneuve sur l'île Sainte-Hélène parce qu'ils se sont rendus compte que durant un seul week-end, comme le week-end de la F1 l'autre jour, les gens ils diffusent de plus en plus des vidéos en direct, que ce soit entre eux ou pour le public sur Ben TikTok, oui. et qu'ils ont échangé sur leur seul réseau à eux, là, ça ne comprend pas les autres fournisseurs, l'équivalent de 10 000 films plein HD en temps de 2 jours. Ouh! Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les festivals. Allez voir ça, le festival de jazz a lieu, là, ce magnifique, ça, c'est orange dehors, mais ce magnifique mois de juillet à Montréal. Et il y a des expériences en réalité augmentée pour aller écouter, aller voir l'histoire. C'est d'ailleurs une de nos actualités à venir. Mais avant d'aller dans l'actualité, je veux que tu me parles de ça. Tu as fait un petit 20 $ facile, toi, cette semaine. J'ai trouvé ça très, très drôle. L'an passé, j'étais malheureux. La semaine dernière, je te parlais que j'étais malheureux parce que j'avais brisé l'écran de mon téléphone. Je l'ai fait réparer et ça a coûté 300 $ pour une réparation d'écran. Ça n'a pas été facile de le faire réparer. Là, ça demande beaucoup de minutie. Puis honnêtement, tu te demandes à plusieurs étapes là, si tu n'as pas tout brisé, c'est des petites pièces et tout, mais déjà, c'est ça. Mais j'ai reçu un courriel qui me dit, hey, là, encore une fois, c'est pas une arnaque, c'est ça qui est fou, là. C'est genre, tout avait l'air d'une arnaque. Ça dit la réclamation pour le paiement minimum de 20 $, réclamation non documentée que vous avez soumise dans le cadre de l'action collective canadienne relative au lecteur de disques optiques est approuvée. J'avais fait une demande, il y avait eu une action collective pour les prix des lecteurs de disques optiques qui avait été faite il y a quelques années et j'ai reçu que oui, sans soumettre de papier, sans document, rien, j'ai un 20 $. J'ai reçu mon avis de virement électronique par Interac sous peu. C'est vraiment génial. J'ai fait un petit 20 $ grâce à... Surveillez ça sur Internet. Des fois, vous recevez un message, vous faites partie d'une action collective. Ouais. Informez-vous des piles, des appareils dont la durée de vie, des problèmes, fixation de prix, ainsi de suite. Pouf, tu peux faire des petites sommes comme ça. Maintenant, c'est pas grand-chose, mais 20 Je $. veux dire ceci, le Québec est peut-être le paradis de l'action collective en Amérique du Nord pour plein de raisons légales et juridiques et ainsi de suite. Il y a bien des gens qui trouvent ça malheureux, mais au contraire, c'est une façon de rappeler aux fabricants, aux détaillants, aux entreprises que le consommateur, à la fin de la journée, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Ils ne le font pas toujours de la bonne façon. Il y a d'ailleurs des actions collectives en cours sur Facebook et sur plein de réseaux sociaux et d'autres entreprises qui sont... Apple aussi, qui sont en train de se régler, qui sont exclusives, disons-le comme ça, au Québec. C'est vrai que ça prend la forme d'un drôle d'email quand on reçoit ça. Ça a l'air d'un gros spam parce que c'est de l'information légale très peu formatée. Mais c'est important de bien lire ces documents-là. Des fois, il y a de l'argent qui dort, qui nous attend, puis on ne le sait même pas. Et On va tout de voilà. suite aller dans l'actualité crue de la semaine. Ça n'a pas été une grosse semaine, évidemment, dans 2 congés, dans 2 fêtes nationales, c'est toujours un peu plus relax. Mais quand même, il y a du plus dans l'actualité cette semaine. Après Disney+, Apple+, il y a maintenant un nouveau service, je veux dire, par abonnement du côté de Quest et de la réalité virtuelle de Meta. Oui, et je trouve ça très, très drôle. Ce service de Meta qui donne droit à 2 jeux gratuits par mois pour 10,50 $ canadiens par mois.
$80 par année si on s'abonne à l'année. C'est le style Xbox Game Pass, PS Plus, des forfaits qui Ah permettent d'avoir oui. des jeux. C'est Mhm. des jeux compatibles avec le Meta Quest 2 et le futur Quest 3, évidemment. Les premiers jeux qui vont être offerts gratuitement, Pistol Whip, que j'ai déjà, Ah oui. mais qui me semble qu'il était gratuit. Il me semble qu'il était offert en promotion, puis j'ai dit oui, je le veux. Il y a Pixel Ripped 1995, celui-là ne me dit rien, je vais sûrement y jeter un coup Les d'œil, jeux rétro. et ainsi de suite. Tu as un accès au jeu, et ça, c'est le gros bémol. Tu as accès à ces jeux-là que tu accumules uniquement si tu restes abonné. Ah, quand tu arrêtes de payer, ça disparaît. Tant que tu arrêtes de payer, ces jeux-là ne sont pas donnés après un certain temps ou c'est pas à chaque mois que tu as droit à de jeux gratuits qui s'accumulent dans ta banque. Il faut rester abonné. Je pense que Reality Labs, la branche de réalité virtuelle de Meta, a besoin de sous, a besoin de façon de générer des Ouais. revenus. Ils ont Mhm. enregistré une perte de 5,3 milliards de dollars canadiens dans les 3 premiers mois de 2023. Je suis pas convaincu que c'est la meilleure façon. Encore une fois, c'est pas une façon de stimuler les gens à la réalité virtuelle. On va peut-être avoir quelques fanatiques qui vont s'abonner parce qu'ils achètent beaucoup de jeux. Moi, je trouve ça très invitant de payer 10 $ par mois. Ça fait comme une barrière à l'entrée pour moi. Moi, ce que je me disais, ça aurait été peut-être plus astucieux qu'on inclue le casque avec l'abonnement, Oui, une bonne idée, une ça. façon de différer l'abonnement. On On achète le fait ça casque, pour obtient un an différents gratuit. Peut-être que le C'est Quest ça. 3, ça va être ça inversement comme ça, un abonnement gratuit à l'achat du casque. Exactement. Imagine, tu paies 20 $ par mois au lieu de 10,50 et après, mettons, 12 mois où tu as, Ouais, disons droit au 24, là, casque ouais. gratuitement, tu paies ton casque ou tu paies 100 $ pour le casque et ensuite tu as 20 $ par mois pendant 1 an, 2 ans pour payer ton casque. Le casque Quest 2 est 420 $ en ce moment. Le Quest 3 devrait être autour de 660 Canadiens. Mhm. Alors peut-être, qui sait, offrir le Quest 2 avec un abonnement, tu paies 200 $ pour le Quest 2, puis ensuite, tu paies 10 $ par mois. Tu arrives rapidement au compte Ben oui, pour payer ton casque grâce à l'abonnement. ça va être à suivre parce qu'effectivement, le Quest ne veut pas perdre cette niche du jeu vidéo en réalité virtuelle. Exactement. Puis comme Et tu parles de semble-t-il que le Quest réalité 2, virtuelle, c'est vendu oui, à 20 excuse-moi. millions d'exemplaires, donc il y a peut-être effectivement un marché qu'on néglige, qu'on oublie d'imaginer qui a besoin de ce genre de besoin-là, de savoir. Mm. Je reviens un peu à Montréal, moi, parce que j'en parlais un peu tantôt. C'est le Festival international du jazz de Montréal qui a lieu en ce moment. C'est un événement que j'ai toujours aimé visiter, même si je suis loin d'être un fait connaisseur en jazz, mais c'est quelque chose aussi qui est très populaire, très apprécié des Montréalais, des visiteurs touristiques qui viennent à Montréal souvent pour cet événement-là et d'autres festivals. Et il y a un élément techno cette année. Il y a un mur des légendes qui va être présenté en version réalité augmentée. Mm. C'est le mur latéral de la maison des festivals qui se trouve en marge du quartier des spectacles. Ça, c'est en plein centre-ville, à côté de la place des Arts, au centre-ville de Montréal, dans le coin de Jeanne-Mance et Mm. Sainte-Catherine et tout ça, là. Il va y avoir donc sur le mur du festival, sur le mur de la maison du festival, 8 tableaux de réalité augmentée qu'on peut visionner à travers un téléphone qui est compatible avec la technologie, mais la plupart des téléphones récents le sont. Il faut visiter une adresse, il faut se présenter devant le mur essentiellement, il faut visiter un site web qui s'appelle ar.montrealjazzfest.com, dans mon meilleur accent franglais, parce qu'évidemment, ce n'est pas le Festival de jazz de Montréal, c'est Montreal Jazz Fest. Donc, ar.sa.com pour voir s'animer devant vous sur votre téléphone le mur en 8 tableaux. Ce qui est Oh. le fun, c'est que ça va toucher tout le monde, tous les gens qui ont moindrement l'oreille musicale vont apprécier. Il y a un tableau qui porte hommage à Oscar Peterson, le grand pianiste. Leonard Cohen fait partie des personnalités qui vont être présentées en réalité augmentée. Ce qui serait le fun de Leonard Cohen, et ça n'a pas rapport avec le festival de jazz, mais la grande murale qu'il a plus dans l'ouest du centre-ville, là, sur le building, sur Crescent, qu'on voit même du Mont-Royal, si on pouvait créer une expérience de réalité augmentée autour de cette image-là, à partir du Belvédère du Ben Mont-Royal, on oui, aurait peut-être quelque chose ben d'intéressant. oui. Je pense que Oh, c'est que une ça idée que pourrait je être veux beau. développer. Je pense qu'on va trouver un développeur, on va faire ça. Il y a donc des tableaux où on voit Herbie Hancock, Miles Davis, des grands jazzmen, on le sait. Des explications sur qu'est-ce qui fait qu'on a une voix de jazz ou des mains de jazz. Ça, c'est plus. J'ai jamais dit que j'étais bon en jazz, c'est au contraire. Il va y avoir The Roots, on parle de hip-hop, comment le jazz évolue vers des trucs de hip-hop comme ça, comment c'est intégré dans d'autres styles musicaux. Le génie musical de Chick Corea va être aussi mis en valeur, ainsi que les légendes du festival du jazz, dont Ray Charles et Diana Krall, qui ont visité Montréal grâce au festival. Et on parle aussi de. Je ne sais pas si on va faire improviser les gens, mais il va être question de l'art d'improviser quand on fait du jazz. Quelqu'un qui a déjà visité le Blue Note
fameux bar de jazz iconique des États-Unis, sait de quoi il retourne parce que c'est les endroits où on va pour voir des gens improviser, souvent des personnalités du jazz assez connues. Et là, on a un extrait à Montréal. Sinon, ben, il y a toujours le vrai monde dans les vraies salles, sur les vraies scènes à Montréal pour le vrai festival de jazz qui sont aussi sur place. C'est gratuit, c'est le fun, c'est de la musique dans vos oreilles. S'il fait beau, contrairement à aujourd'hui, allez-y, ça vaut la peine. Et s'il fait un peu orangé, parce que c'est ce qu'on annonce dans les prochains jours à cause des feux de forêt dans le Nord, ben, vous direz que c'est comme un festival de jazz en 2049 dans une version Blade Runner de Montréal. Il y a un petit côté cyberpunk à tout ça. Sinon, Pascal, est-ce que je t'ai parlé des bêtas publics d'Apple qui s'en viennent d'un instant à l'autre? Non, pas encore, et je suis très curieux parce que c'est quelque chose qui est un peu différent. Microsoft est très, très fort sur les bêtas publics depuis quelques années, puis je trouve que c'est une très, très belle façon de casser des logiciels avec des utilisateurs plus avancés, de tester, Ouais. de découvrir des bugs finaux avant de dévoiler à tout le monde. Mais si Apple se met à faire la même chose, ça pourrait être très, très chouette. On a parlé un peu des nouveautés logicielles annoncées dans la conférence des développeurs d'Apple il y a 3 semaines et ça s'en vient. Normalement, c'est dans le premier tiers du mois de juillet que c'est mis à la disponibilité des gens qui ont un produit Apple entre les mains. Il faut aller à beta.apple.com pour voir l'information. J'en parle parce que ça s'en vient, donc on a un petit peu d'anticipation. Et moi, il y a vraiment deux appareils, deux produits Apple, dans le fond, auxquels j'ai hâte de toucher en version bêta, parce qu'on le sait, c'est les versions iPadOS 17 pour l'iPad et ce sera aussi le logiciel watchOS 10 pour la montre qui vont être parmi les nouveautés logicielles. Bon, évidemment, Mac et tout le reste ont droit aussi, mais dans les deux, la tablette et la montre, il y a vraiment des choses qui, moi, m'intriguent plus particulièrement. iPadOS, donc évidemment, ça s'applique strictement au iPad, toute la gamme nécessairement. Il y a vraiment deux éléments que j'ai hâte de voir et ça va probablement venir d'ici 2 semaines. C'est on élargit un peu la capacité, la compatibilité des caméras et des appareils qu'on peut connecter par USB-C sur les tablettes pour permettre, entre autres, de la vidéo en direct de façon plus souple. On sait vraiment les créateurs de contenu c'est moi, je suis présentement à une place en direct. On va pouvoir désormais faire ça avec un iPad directement. Ça va nous sauver des gens qui achètent des Mac et des appareils plus complexes pour ça. On va pouvoir le faire directement. Il y a un truc le fun, et je ne sais pas si on va l'essayer, Pascal, un jour, si on va revenir dans un seul et même studio. Mais chez Apple, on se vante d'être compatible avec des petits appareils, des switch vidéo qui permettent de contrôler, comme une mini-régie pour contrôler plus qu'un flux vidéo à la fois. Oui, Donc, oui. ça comprend le Blackmagic Vision Switcher, qui est un des appareils de ce genre-là, très apprécié des gens qui font de la balado vidéo. Ça devrait être nous, ça. Et il y a aussi toute la fonction d'édition de PDF qui va être grandement améliorée. En tout cas, de ce qu'on a vu des démos, ça va être plus facile que jamais de gérer des PDF à même la tablette. Ça, c'est quelque chose que moi, je fais beaucoup avec un stylet pour signer des documents qui, dans notre métier, sont souvent des formulaires de non-divulgation jusqu'à un certain embargo, des choses comme ça. Donc là, on va pouvoir remplir automatiquement des champs dans les PDF sans avoir à utiliser une version payante de Reader, d'Adobe ou peu importe. On a vraiment modifié, amélioré cette partie-là. Du côté de WatchOS, ben, il y a des nouvelles fonctions logicielles qui, généralement, ouvrent un peu 2-3 pistes sur ce à quoi ressemblera l'éventuelle nouvelle Apple Watch. Mais dans ce cas-ci, c'est dur à dire, mais on a changé beaucoup la façon dont on présente l'information sur l'écran de la montre. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant au niveau de l'utilisation. Je vais dire ça, c'est un peu banal, mais l'utilisation des boutons et de la couronne sur la montre vont moins servir à rien. Parce que pour l'instant, c'est pour défiler des listes ou pour pas faire grand-chose, mais là, on va pouvoir utiliser le bouton et la couronne pour aller faire défiler des alertes, aller dans les menus, faire plus d'interactions, ce qui est à peu près temps que ça arrive. Et il va aussi avoir, et ça, pour moi, je trouve ça intéressant, c'est que sur la montre, dans l'application Maps, donc l'application de cartographie d'Apple, on va montrer là où vous êtes, évidemment, que ce soit en ville ou peu importe, et il y a un rayon, et on va vous dire, pour vous rendre dans ce rayon-là à pied, ça prend 5 minutes. Et donc là, on va avoir une idée des distances et du temps à parcourir pour se rendre aux endroits où on veut se rendre. Ça va être intégré dans l'application Maps, donc on n'aura pas besoin nécessairement à tous les coups de demander un itinéraire pour savoir c'est quoi les options pour se rendre. Ça permet de faire des décisions rapides quand on est à l'étranger, puis on cherche un bar, un restaurant, un musée, n'importe quoi, un hôtel, ça peut être pratique. Et ça, j'ai hâte de voir comment ça va s'intégrer comme traitement, mais je trouve ça assez intéressant. Il y a évidemment plein de nouveautés au niveau des accessoires pour les cyclistes qui, moi, me passent un peu par-dessus la tête. Je ne fais pas tant de vélo que ça, mais il y a aussi plus d'intégration des sentiers de randonnée dans la montre. Donc, pour les gens qui aiment se perdre dans le bois, il y a des nouveautés que j'ai hâte de voir à ce niveau-là. Ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Je dirais d'ici probablement le 10-12 juillet, à mon avis, si j'avais fait un pari. Donc, c'est des gens qui ont des produits Apple et qui ont hâte de voir ça. beta.apple.com.
De ton côté, parlant de logiciel le fun, tu as trouvé une nouvelle extension YouTube qui Oui. t'intéresse tout particulièrement. Là. Écoute, c'est ma nouvelle qui m'a rempli de joie cette semaine. Je trouvais que l'expérience sur YouTube depuis quelque temps était vraiment de plus en plus désagréable. Je n'en peux plus, Alain, de voir des captures d'écran, tu sais, les petites vignettes qui illustrent les vidéos avec des faces exagérées, des grimaces, des « oh my God », des flèches qui pointent vers des affaires, des gros caractères. Là, tu regardes la vidéo, puis c'est filmé tout croche, puis ça n'a rien à voir avec le contenu. Il y a une extension sur ton navigateur web, donc Chrome, qui s'appelle D-Arrow, D-E, Arrow comme flèche, qui permet de proposer de meilleurs titres et des miniatures sur YouTube. C'est gratuit et c'est absolument génial. Ce que ça permet de faire, ça permet d'éviter les passes exagérées, de préférer des statements, des phrases affirmatives plutôt que des questions, genre « quel est le meilleur produit? Voici cet exercice, ça vous permettra de gagner de la masse musculaire. » On pourrait juste écrire tout simplement, on pourrait proposer de changer le titre pour dire « faire des push-ups va augmenter votre masse musculaire », quelque chose de plus positif. Et par défaut, ça va remplacer les petites vignettes par des images prises de la vidéo. Alors, au lieu d'avoir des faces de YouTubers qui font « Oh my God », puis avec des contrastes, puis le produit d'un côté, puis des doigts sur la bouche, la main sur le menton, « Ah oui, quel est le produit? » Des faces qui m'énervent, c'est d'un cliché, c'est d'une banalité. Par défaut, ça affiche une capture d'écran aléatoire. Mon YouTube est devenu beaucoup plus intéressant. On peut proposer encore une fois des titres plus réalistes. Il y a un petit point bleu, et ça c'est magnifique, qui s'ajoute à côté de chaque vidéo sur YouTube. On peut voir la mortaise proposée, la mortaise originale, la petite miniature originale, et on peut voir si on veut une case blanche même, si on ne veut pas avoir de petites vidéos, on voit juste le titre, pas de petites vignettes. Je trouve ça vraiment fantastique comme extension. Je vous le suggère fortement. Ça s'appelle D-Arrow, D-E, Arrow, pour avoir de meilleurs titres et miniatures sur YouTube. Ça a changé ma vie de voir des images normales de vidéos au lieu d'une surenchère de grimaces et de faces exagérées et d'effets spéciaux et de flèches. On allait suggérer une nouvelle stratégie de vignette pour une tasse de tech, Pascal, pour notre page YouTube, mais je vais laisser faire. Non, mais avoir des vignettes, c'est bien d'avoir une image où on voit quelqu'un qui sourit, quelque chose d'invitant, mais on s'entend, là, il y a une surenchère de flèches, puis de oh my God, puis de tout ça. On essaie, je pense, d'être honnête, d'être sympathique, c'est bien, mais à un moment donné, il y a vraiment une surenchère abusive. Et là, je regarde mon YouTube avec et sans, et c'est la nuit et le jour, là. C'est vraiment fantastique comme expérience. Je vais faire une petite parenthèse, puis on va passer à l'autre segment, mais le YouTube a été, semble-t-il, pointé du doigt par une autorité juridique, je ne sais pas si c'est aux États-Unis ou en Europe, qui pourrait se traduire par une perte de milliards de dollars pour YouTube, parce qu'ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas fait au niveau de leur propre régie publicitaire, ils ne respectent pas leurs propres conditions d'utilisation. J'ai hâte de voir la suite de ça, parce que ça pourrait faire mal à beaucoup de YouTubers si ça se concrétise, parce qu'il y a beaucoup d'argent publicitaire qui va disparaître tout à coup. Et c'est la raison pour laquelle bien des YouTubers font ces vignettes extra spectaculaires, c'est pour attirer l'œil des gens qui cliquent. Donc, c'est l'équivalent vidéo d'un clickbait, effectivement. Pascal, c'est l'été. Ça paraît pas comme ça, mais comme c'est l'été, il faut aller jouer dehors, hein, ça le dit. Et même des fois, quand il fait assez chaud, on va jouer dans l'eau. Après la pause, là, on va prendre une petite pause, mais on va parler des gens qui ont créé 3 sites web assez le fun, dont un où ils vendent des paddleboards, des planches à pagaie, des planches sup, appelez-les comme vous voulez, mais c'est des espèces de planches flottantes sur lesquelles on pagaie sur l'eau pour aller soit méditer en plein milieu d'un lac, faire un peu de descente de rapide debout, essayer de ne pas se casser la margoulette. Et ils le font grâce à une stratégie de mise en ligne qui permet de vendre des produits à moitié prix. Des produits quand même de belle qualité, personnalisés, tout le kit. C'est vraiment le fun. Un compagnie qui s'appelle Maddle. On a reçu les 2 cofondateurs. On les reçoit tout de suite après la pause. Restez avec nous à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition de la fête du Canada. C'est officiellement le début de l'été depuis une dizaine de jours et même si ça ne paraît pas toujours dehors, quand il fait beau, on a le goût d'aller jouer à l'extérieur. On peut aussi vouloir aller jouer sur l'eau. Vous savez, ce qui est populaire ces temps-ci, c'est les paddleboards, les planches à pagaie depuis plusieurs années. Ça fait quand même plusieurs années que les planches à pagaie s'achètent, écoute, quand même assez cher. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on a 2 entrepreneurs québécois qui ont lancé une marque qui s'appelle Maddle, qui permet d'acheter, non seulement auprès d'une entreprise québécoise, mais d'acheter aussi des produits bon marché, des produits de qualité, mais vendus à prix plus raisonnable en ligne. Donc, on a les messieurs Justin
Tardif et Julien Méthode qui ont cofondé Madone, mais qui ont aussi cofondé, je vais vous appeler des entrepreneurs en série, vous pouvez vous en être, messieurs. Donc, premièrement, bonjour. Bonjour. Bonjour, Euh, on va parler un peu de Madone, mais en fait, c'est drôle parce que par hasard, on s'est parlé pendant les fêtes parce que j'avais aussi fait affaire avec votre première ou votre entreprise précédente qui était Montreal Weights. Donc, vous êtes je veux dire, des spécialistes de la vente en ligne. Est-ce que c'est ce qui vous distingue du côté de Madone? Parlez-nous un peu de Madone pour commencer. Là. C'est un peu ça, dans le fond. Vous vendez des planches de pagaie en ligne, ce qui vous permet d'offrir des produits de qualité, mais à moindre prix, si j'ai bien compris. Exactement. Je te dirais qu'on se spécialise de plus en plus dans ce créneau-là, c'est-à-dire de créer des produits qui sont vraiment visuellement attrayants pour notre marché cible, tout en offrant un prix vraiment plus bas que la moyenne, puisqu'on n'utilise pas de détaillants traditionnels pour faire la vente des produits. Donc, ça nous permet d'expédier notre produit directement au consommateur à plus faible coût. Et ensuite, on a aussi, je te dirais, une bonne machine marketing autour de tout ça pour faire en sorte de créer vraiment un storytelling vraiment intéressant par rapport aux produits, puis d'inciter les gens à faire les achats. Mais évidemment, ça s'aligne un petit peu avec notre mission en général d'offrir des produits qui permettent aux gens de faire du sport, du bien-être, puis vraiment de profiter de la vie en général. Oui, normalement, il ferait soleil dans un univers parallèle, on serait dehors en train d'en parler, puis de présenter vos planches à pagaie. Parlez-nous un peu de ce qui fait, disons, la distinction de votre produit, juste pour commencer, parce que les planches à pagaie, c'est quand même assez populaire depuis quelques années. C'est un truc avec ma conjointe, on se chicane à savoir si on en achète une deuxième ou si on achète un kayak gonflable, des trucs comme ça. Ça ressemble à quoi comme marché pour vous en ce moment, ce marché-là? Présentement, notre marché il est majoritairement au Canada. Le plus gros marché au monde, en fait, ça va être en Amérique du Nord. Ensuite, il y en a en United Kingdom aussi, mais on n'est pas encore à l'international. On fait seulement Canada, États-Unis. Ce qui nous différencie beaucoup des autres marques, c'est qu'on est une des premières entreprises au monde à aller commissionner des artistes pour faire des dessins sur nos planches, Ah oui. plutôt que de seulement faire un design nous-mêmes. En fait, d'avoir un des designs. La première année, on avait jusqu'à 30 planches différentes. Je pense qu'on est une des seules entreprises qui en a fait autant parce que c'était très compliqué au niveau de la manufacture, mais ça a été une belle aventure, puis c'est ça qui nous a permis de nous différencier sur le marché. Votre planche se distingue parce qu'il existe. Tu vois, je savais pas que c'était strictement, ou en tout cas majoritairement nord-américain comme tendance. Je pensais que c'était un peu plus international que ça, mais il existe quand même plusieurs façons, plusieurs formats de planche à pagaie. Il y en a qui sont faites pour faire de la rapide, des rapides, de la vitesse, des choses comme ça, de la descente de rivière, des trucs comme ça. Il y en a qui sont plus axés sur la détente. Ouais. Est-ce que vous avez une niche particulière dans ce sous-marché, dans ces sous-marchés-là? Notre planche, c'est une all-around. Donc, ça va être une planche qui va venir répondre aux besoins de 90% des gens qui vont faire du paddleboard. Ensuite, le dernier 10%, c'est les gens, comme tu disais, qui vont aller faire de la descente de rapide, qui vont faire de la course. C'est des besoins plus spécifiques que là, ça va valoir la peine d'aller chercher une planche qui est en haut de 1000$ pour vraiment avoir de la performance. Mais quand tu peux aller profiter des belles journées, pas comme on a aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui, malheureusement, oui. Quand tu veux juste aller profiter des plans d'eau, une all-around, c'est pas mal le best que tu vas avoir pour en termes de qualité-prix. Ouais, ben là, donc, on s'équipe d'une planche, on a la pagaie, tout le kit, il faut acheter une veste de flottaison aussi, naturellement. Est-ce que c'est facile d'accéder à l'eau, d'envoyer sa planche à pagaie sur une surface, sur un lac ou sur une rivière au Québec? Il n'y a pas vraiment de barrière dans la majorité des lacs au Québec. On a la chance d'en avoir plusieurs. Je dirais que dans les dernières années, si je peux commenter là-dessus, dans les dernières années, avec la croissance de la hausse du paddleboard, il y a eu quelques arrondissements ou petites municipalités qui ont commencé à mettre des règles par rapport à l'accès à leur plan d'eau, par rapport à, disons, certains endroits qui étaient vraiment populaires. Mais comme Justin l'a dit également, il y a tellement de plans d'eau au Québec que c'est relativement facile d'aller faire de la planche à pagaie. Juste l'autre jour, on a fait un petit photoshoot au Parc Belle-Rive à Montréal. On avait accès à une plage. On peut faire de la planche à pagaie directement, comme on peut le faire également à la plage de Verdun, dans le sud-ouest de l'île. Donc, il y a vraiment des endroits partout autour de Montréal et dans le reste du Québec qui sont vraiment appropriés pour faire de la planche à pagaie et d'explorer notre pays, en fait. D'ailleurs, je pense que les gens qui restent dans le Grand Montréal, il y a des activités d'initiation à la planche à pagaie, pour ceux qui sont curieux, qui ont lieu surtout dans l'ouest de l'île, mais un peu partout autour de Montréal. Il y a c'est sûr que la planche à pagaie, on la met un peu de côté, mais Cano Kayak Québec
a créé ou est en train de créer cet été ce qui s'appelle la route bleue. Donc, c'est des tronçons de rivières, de lacs qui sont accessibles publiquement gratuitement pour faire de la mise à l'eau facile. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à connaître pour la planche à pagaie parce que ça permet justement de trouver des endroits vraiment partout au Québec qui ne sont pas nécessairement des défis de plein air incroyables. Donc, il n'y a pas nécessairement des grosses rapides ou des trucs comme ça où on peut faire justement du sup peut-être plus facilement. Je sais que la rivière Richelieu, sur la rive sud là, de Montréal, est entre autres un endroit où il y a beaucoup d'accès facile, si on n'a pas peur des gros bateaux, là, pour faire de la planche à pagaie à certains endroits, sans même passer par une marina ou quoi que ce soit. Évidemment, il faut le faire de façon sécuritaire, on s'entend, là, mais il y a quand même des accès faciles. Puis c'est le fun parce qu'au Québec, on a tendance à négliger le fait qu'on a tellement de lacs et de rivières c'est comme si on n'en prenait pas vraiment beaucoup soin, mais c'est une façon de se rapprocher de la nature qui est assez intéressante. Ça, c'est évidemment l'aspect nature de Mado, mais il y a aussi l'aspect technique, numérique qui m'intrigue parce que vous faites strictement de la vente en ligne. Hein, si j'ai bien compris, c'est vendu strictement à travers votre site web et les réseaux sociaux. Je te dirais qu'à peu près 98% des ventes sont faites en ligne. On a quelques personnes qui ont communiqué avec nous par rapport à avoir l'intention de vendre nos planches. Donc, on a quelques petits retailers à travers l'Amérique du Nord. Je te dirais peut-être à peu près 2% de notre volume qui passe par des petites boutiques de planches de surf et de paddleboard pour l'instant qui ont commencé à faire la vente du produit. On fait des petits tests. Pour nous, c'est une façon de montrer la planche dans un environnement différent puis de vraiment profiter d'un canal de vente différent. Mais oui, somme toute, on est vraiment spécialiste dans la vente en ligne direct to consumer, si je peux me permettre l'anglicisme. J'ai reçu des gens de Québec il y a 1 an à peu près qui vendaient des écouteurs Sounds Good, des écouteurs Bluetooth, des petits écouteurs. Puis c'est un peu la même approche. Ils ont vraiment fait, j'appelle ça l'alternative intelligente au dropshipping parce que c'est vraiment vous êtes des entreprises spécialisées dans un créneau. Vous utilisez les réseaux numériques, mais c'est pas une entreprise qui disparaît demain. Vous êtes là depuis quand même un bon bout de temps. D'ailleurs, on s'est rencontrés la première fois, Julien, avec Montreal Weights, un peu par hasard, mais qui était justement de la vente en ligne d'accessoires de salles d'entraînement. En fait, c'est littéralement des haltères, des poids, des choses comme ça. Donc, c'est pas votre première aventure dans la vente en ligne. Est-ce que c'est une approche pour vous qui était facile ou c'était difficile d'arriver à lancer plus d'une fois, dans le fond, des entreprises qui font de la vente en ligne comme ça? Ouais, ben écoute, ça n'a pas été nécessairement un processus immédiat. Je te dirais que ça a été lancé par nécessité parce que dans mon passé antérieur, je travaillais dans le milieu du concert et des spectacles. Je faisais du marketing digital pour des festivals et des salles de concert. Donc, évidemment, avec la COVID, tout ça a été mis sur glace. Je suis resté chez moi pendant plusieurs mois à comme repenser ma vie et à penser à mes habitudes que j'avais développées avec le temps. Et Justin et moi sommes en fait devenus amis en allant s'entraîner ensemble il y a quelques années quand on vivait ensemble, proches l'un de l'autre. Mm-hmm. Donc, on est des gars qui aimaient s'entraîner, on n'avait pas accès à des produits d'entraînement et c'est là qu'on a un peu découvert l'opportunité qui se présentait pendant la COVID. Donc, j'ai vraiment décidé de tout mettre, je te dirais, mes économies sur ce projet-là. Je connaissais rien des concepts par rapport à l'importation puis à la mise en vente en ligne directement, mais comme je me suis dit, j'allais apprendre en le faisant parce qu'il n'y a pas une meilleure façon d'apprendre quelque chose que d'exécuter par rapport à tout ça. Puis vraiment, ça, de fil en aiguille, il y a eu une traction évidemment parce qu'il y avait une grosse demande pendant la COVID. Puis ça nous a permis de développer des aptitudes pour faire la vente en ligne, l'importation de produits. Puis on a vraiment commencé à comprendre les nuances, les enjeux qu'il y avait autour de tout ça. Et après plusieurs mois, on a été rendu avec une équipe, avec un entrepôt. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait vouloir se diversifier pour pallier potentiellement à la saisonnalité des produits de fitness, mais également par rapport à, disons, la longévité de l'opportunité qu'il y avait avec laquelle on travaillait pour le moment, puisque on ne savait pas exactement si la demande après la COVID allait pouvoir perdurer. Donc, on s'est dit qu'on allait lancer notre produit dans le milieu du sport, encore une fois. Puis c'est là qu'on a pensé au paddleboard, puisque nous-mêmes aimions en faire. Et puisqu'on est au Québec, puis c'est vraiment un endroit où est-ce que c'est super populaire. Donc, ça semblait être une avenue intéressante pour nous de lancer un nouveau projet. Puis ce qui est intéressant avec les paddleboards, c'est qu'au lieu de lancer un projet, c'est de fil en aiguille, un truc qui a commencé de façon très organique, puis qui a commencé avec une brand locale, Montreal Weights, pour justement connecter avec la population Québec pour inspirer confiance. Le projet de Maddle a vraiment été développé d'une façon différente parce qu'on a vraiment regardé le marché en entier. On a regardé, selon nous, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui n'était pas offert aux clients, puis on a vraiment pu créer un produit sur mesure pour répondre à ces besoins-là. Et c'est un peu le modèle d'affaires qu'on emploie maintenant. Puis à date, ça fonctionne super bien puisqu'on arrive sur le marché avec une expérience web très forte, avec un marketing digital très poussé, avec un super beau produit et un price point vraiment bas. Mm-hmm. C'est une belle, je te dirais, un beau triangle qui nous permet de vraiment
se démarquer sur le marché. Puis à la date, ça fonctionne super bien. C'est drôle parce qu'en tant que client de Montreal White, je peux témoigner du fait qu'effectivement, le produit est quand même tout à fait correct là, pour le prix et tout. Évidemment, Montreal White, ça sonne comme quelque chose qui cible le marché montréalais ou peut-être québécois à la limite, ou même canadien, j'imagine, je ne sais pas exactement, vous me le direz. Mais Maddle, il y a des visions, justement, au moins nord-américaines, vous vendez aussi aux États-Unis, et je pense que même ça va plutôt bien pour vous de ce côté-là. Est-ce que c'est vers ça que vous vous dirigez, l'expansion, disons, géographique de votre marché? Oui, exactement, c'est ça. En fait, quand je parlais du processus de création, c'est que justement, Montréal Waste a été créé organiquement, mais on s'est rendu compte à long terme qu'on était un peu limité par rapport à la marque à poser la marque sur un produit ou pour expand en dehors du marché canadien. C'est un peu bizarre en Californie d'acheter sur le site web Montréal Waste quand il y a d'autres produits offerts qui sont offerts on par achèterait d'autres ici retailers. des poids qui s'appelleraient California White. Il y a comme il y a une aura autour d'une marque qui peut être régionalisée, mais effectivement, je comprends effectivement le point de vue inverse qui est très régionalisé aussi. Là. Exact. Donc, c'est là que le produit Maddle je te dirais, qui n'est pas très régionalisé, justement, qui peut parler à n'importe qui à travers la planète Terre et apte à se faire exporter. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Donc, cette année, en fait, on a toujours vendu aux États-Unis depuis la première année, mais ça a été un long processus pour pouvoir s'implanter dans le marché américain. Cette année, ça fonctionne vraiment bien. C'est la meilleure année depuis qu'on a lancé aux États-Unis. Donc, c'est vraiment excitant de voir que ça fonctionne de mieux en mieux. Je te dirais que le marché canadien est plus petit, mais peut-être plus facile pour se lancer puisqu'il y a moins de compétition, puis il y a moins de, même au niveau de la compétition, les joueurs ne sont pas nécessairement au même niveau qu'aux États-Unis, donc c'est quand même peut-être plus facile de se lancer au Canada et au Québec. Par contre, là, aux États-Unis, ça fonctionne de mieux en mieux, puis c'est intéressant de voir que ça accroche en dehors du Canada également. Tantôt, Justin, tu parlais des planches Maddle qui sont effectivement, vous avez plusieurs modèles parce que les dessins, l'œuvre, entre les motifs dessus sont personnalisés ou sont très différents. Est-ce qu'il y a une volonté de rendre ça, parce que souvent ça peut être utilisé pour justement, je veux dire régionaliser, mais pour créer des sous-marques, en fait, ou des sous-branches qui seraient populaires dans certaines régions ou auprès de certaines clientèles, tout ça, est-ce que c'est une stratégie qui est définie ou est-ce que vous y allez de façon plus créative et vous produisez des différents motifs selon le goût du jour, disons? Les motifs, en fait, on va essayer de travailler avec des artistes un peu partout à travers le monde. Donc, cette année, on a des artistes autant qui ont travaillé aux États-Unis, au Canada, on a des artistes en Australie. On essaie d'aller chercher, en fait, qu'est-ce qui est populaire présentement au trending comme art sur le marché. On va essayer de l'appliquer sur nos planches. OK. Mais c'est beaucoup la vision, en fait, avec Julien et moi qui va regarder qu'est-ce qui fonctionne bien. On fait beaucoup de tests. C'est un peu de l'essai-erreur aussi. On peut pas le savoir vu que le marché n'a pas vraiment été testé avant parce qu'on est les premiers à utiliser des dessins comme ça sur des planches. Donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui fonctionne. Ça a été beaucoup d'essais-erreurs, mais là, avec la 3e année, on se rend compte, on comprend plus notre consommateur, on comprend qu'est-ce qu'ils veulent voir sur leur planche, puis on va aller commissionner des artistes pour leur donner qu'est-ce qu'ils veulent. C'est un peu ça qu'on fait aussi avec le fitness, c'est on va regarder vraiment qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce que nos clients nous donnent comme commentaires, pour par la suite aller répondre directement à leurs besoins avec un produit qui est tailored pour qu'est-ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Oui, c'est intéressant. Puis c'est clair que il y a une valeur à ça. Les gens veulent une planche. Ma blonde a fait bien du surf, puis il faut toujours une planche avec un beau motif et tout le kit. Donc, effectivement, quand on voit vos planches, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts du côté créatif de la chose. Mais quand même, vous arrivez à vendre des planches qui coûtent, je ne sais pas c'est quoi le prix maintenant d'une planche. Il y a quelques années, en moyenne, c'était 1 000 et plus pour une bonne planche. Et vous êtes loin en dessous de ce prix-là. Est-ce que quand même vous situez vos planches dans un milieu de gamme, haut de gamme, ou est-ce que vous situez par rapport à des produits qui coûtent souvent 2 fois plus cher, en fait? Je dirais qu'on est milieu haut de gamme. Alors, on va pas aller dans la performance, comme je disais tout à l'heure, mais on a un bon produit. Premièrement, on offre une garantie de 2 ans, ce qui n'est pas quelque chose qui est offert par beaucoup d'entreprises, parce qu'on back vraiment notre produit, puis on sait qu'on offre de la qualité. Donc, c'est notre façon de le dire sans nécessairement pouvoir parler directement à notre consommateur. Ouais, c'est intéressant, c'est bien. En tout cas, évidemment, les gens que ça intéresse, c'est maddleboards.ca. Je ne sais pas si vous pouvez me parler juste pour terminer rapidement, parce que là, on m'a dit que vous aviez un 3e projet qui s'appelle Ascend, mais je n'ai pas l'information sur ce que c'est. Est-ce que c'est une autre déclinaison de ce que vous faites déjà avec Montreal White et Maddleboards? Exactement. Dans le fond, Ascend, c'est la création d'une nouvelle marque de fitness à la suite des découvertes qu'on a faites en créant Maddle. Donc, quand on parlait d'un angle beau, expérience web de haute qualité avec du marketing poussé et un produit qui est surprenamment pas cher, on a décidé de créer la même chose avec un produit de fitness qui allait pouvoir justement
être agnostique puis pouvoir s'exporter partout à travers le monde. Donc, de là a été créée la marque Ascend. L'objectif de la Ascend, c'est de permettre aux gens de s'élever, de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Puis la façon de le faire, souvent pour beaucoup de personnes, c'est de faire du sport. Donc, l'item permet à la personne de devenir meilleure. Donc, on a décidé de commencer en vendant des spin bikes et des tapis roulants. Puis ça a super bien marché. Donc, c'est vraiment des produits qu'on vendait déjà sur Montréal Waves qu'on a rechangé, on a amélioré, on a été retourné en product dev, on est retourné en product design pour vraiment créer des produits super attrayants qui allaient répondre à une demande qu'on avait déjà prouvée. Et ça a super bien marché quand on a lancé un peu comme Adol, on a été sold out dans les premiers mois après avoir fait un lancement. Puis là, pour l'instant, je te dirais que c'est notre marque qui prend le plus d'envergure, qui prend le plus d'expansion, puisque le monde du fitness est juste un marché beaucoup plus grand que le monde du paddleboard. Et également, vraiment, il y a plus de place pour la croissance puisqu'on peut élargir la gamme de produits. Donc, cette année, on a relancé des elliptiques et des rameurs. Puis cette année, je dirais l'année passée, puis cette année, en 2023, l'objectif est de relancer nos produits puis de commencer à inclure la technologie dans les produits et même commencer à regarder avec des applications pour vraiment augmenter la qualité de l'expérience client puis pour se démarquer encore une fois sur le marché. Ah oui, ça, j'ai un peu triché pendant que tu parlais, je suis allé voir votre site, puis effectivement, là, c'est du matériel, c'est quasiment du matériel d'entraînement de gymnase, mais pour la maison essentiellement. On a je vois des vélos, des tapis, des cages, en fait, pour faire différents exercices avec des haltères. Et vraiment un peu de tout pour les gens qui veulent s'équiper sérieusement pour faire la mise en forme à la maison. Là. Exactement. Avec la COVID, il y a eu un gros switch vers l'entraînement à la maison. Donc, on essaie de répondre à ce besoin-là. Vous allez faire un combo paddleboard et rameur pour se mettre en forme, puis ensuite aller bagayer sur un paddleboard. Ça serait une bonne combinaison pour les gens qui veulent se garder en forme toute l'année. C'est assez intéressant, tout ça, c'est quand même beaucoup de stock. J'imagine que ça vous tient occupé. Est-ce qu'il y a d'autres projets à l'horizon ou est-ce que vous vous concentrez sur ces trois marques-là pour l'instant? Je te dirais que ça fait 3 ans qu'on est en affaires depuis juin de cette année. On a fait beaucoup d'erreurs avec le temps, on a fait beaucoup d'apprentissage. Une des choses qu'on a appris avec le temps, c'est que le focus était très important. Jusqu'à la dernière année, on était toujours sur différents fronts à comme lancer beaucoup de produits, à vouloir tout le temps expand par rapport à la nouveauté. On s'est rendu compte ultimement que ce qui fonctionnait mieux, c'était de capitaliser sur ce qui fonctionnait déjà. Donc, l'idée cette année, c'est de travailler sur les produits qui fonctionnent comme notre vélo stationnaire. On travaille sur une nouvelle version qui va vraiment bien fonctionner, on le pense. Donc, on sait que ça fonctionne. Pourquoi ne pas travailler sur ce produit-là pour l'améliorer, pour le distribuer dans plus d'endroits, puis de juste vraiment atteindre nos consommateurs d'une manière différente. Donc, vraiment, mieux faire les choses, je te dirais, c'est qu'est-ce qu'on met de l'avant. Mais tout ça pour dire qu'on est toujours des entrepreneurs puis qu'on travaille sur différents fronts. Il y a différents trucs sur lesquels on travaille pour le moment, mais on ne peut pas encore en parler pour l'instant. Mais oui, plein de choses existantes qui s'en viennent définitivement de notre côté. Je vais vous poser une dernière question quiz, quasiment une question piège. Êtes-vous plus équipe Amazon ou équipe panier bleu? Pour l'instant, Amazon a fait le plus de ventes pour nos entreprises, donc je dirais Amazon. Justin, tu as une opinion d'un sens ou dans l'autre? Je reste dans la même lignée que Julien au niveau du chiffre d'affaires. Oui. Par exemple, la communauté québécoise, c'est elle qui nous a permis de grandir les entreprises qu'on a présentement, mais ça ne s'est pas fait à travers le panier bleu. Ouais. Ben, je pense que l'approche que vous avez est intéressante parce que vous sortez des canaux traditionnels et vous connaissez quand même du succès parce que les produits sont au rendez-vous et probablement rejoignent les gens là où ils se trouvent, qui j'ai l'impression plus sur les plateformes sociales que sur une plateforme plus nichée, en fait, comme le panier bleu. Là. Donc, les gens qui s'intéressent, paddleboards.ca, movewithascend.com, je l'ai noté parce qu'il n'est pas évident, et Montreal Waves aussi. Vous pouvez aller voir ça, des produits vendus par une compagnie québécoise qui veut vraiment que vous gardiez une meilleure santé. Ce qui n'est pas rien, parce que c'est vrai qu'on a pris des mauvaises habitudes durant la COVID. Donc, Julien Méthode et Justin Tardif, merci d'avoir été avec nous, c'est très intéressant. Merci Alain, merci pour ton temps. Alain. Et bonne chance pour la suite. Nous, on fait une courte pause et on revient avec nos gadgets, avec Pascal aussi qui a pris une petite pause. Restez avec nous, une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. On a des gadgets cette semaine qui sont assez intéressants. Je ne sais pas si je peux faire le lien avec les vacances qui s'en viennent, mais il y en a un qui peut vous dépanner en vacances, puis il y en a un qui va vous faire dormir relax à l'hôtel, à l'extérieur de la maison, puisque on a un appareil de sécurité, mais avant tout, tu as trouvé une grosse batterie qui permet de garder le contact, garder le courant alors qu'on est à l'extérieur. Là.
Oui, tout le monde a utilisé, je pense, une fois dans sa vie, une pile d'appoint Mmh. qui permet de donner un petit peu de charge, un peu de jus à son téléphone en fin de journée. Moi, j'ai le modèle extra, extra large de ça, c'est le AC160. La AC60 de la compagnie Bluetti, Ça a qui l'air est léger ton truc. Ben écoute, oui. c'est gros, là, c'est 20 livres dans la main. C'est une grosse brique avec une grosse poignée de transport. C'est une version pour le camping. Pas Mmh. pour le camping, évidemment, en sac à dos, là, tu vas mourir avec ça. Mais imagine du camping de Hey, ça fait des bras. voiture. Ben oui. Vraiment chouette. Oui, et c'est assez costaud, hein. C'est quand même 403 watts-heure. Ça peut générer jusqu'à 1200 watts en mode turbo, là. Il y a un Ben, mode plus la prise de puissant. pointe, ouais, le pic Après, le pic de d'énergie. poids. Et tu as un transformateur dedans, c'est aussi avec des prises pour le courant continu, le courant alternatif. On peut y brancher là, son fer à friser si on tient à se coiffer en camping, son chauffe biberon si on veut faire du camping de luxe. On donnait comme exemple de charger, d'utiliser carrément une bouilloire en camping. Pourquoi allumer un petit réchaud de camping quand on peut utiliser Une bouilloire électrique en une camping. bouilloire électrique en camping? OK. Il y a 7 sorties après, un port USB, un port USB, ça je trouve ça un peu petit, pas beaucoup. Mmh. Il y a un port USB-C, donc on pourrait éventuellement mettre Un un concentrateur. adaptateur, là, un Ouais. concentrateur pour avoir plus qu'un appareil charge en même temps. Ce que j'aime bien, c'est que sur le dessus, il y a un port de recharge par induction, une surface de recharge par Ah oui. induction. Donc tu Ah peux oui, comme poser pour ton un téléphone. téléphone ou un truc dans le genre, là. Mmh. Exactement. Fait que là, on parle pas juste de charger son téléphone ou son laptop, on parle pas juste de charger son téléphone ou son laptop une fois, on parle de charger plusieurs fois, là, 6, 7, 8, 10 fois dans certains cas. C'est assez le fun. Il y a même à l'arrière, pour dire comment c'est pensé pour le camping, il y a une lumière. Ah oui, il y a Donc, une on peut grosse s'en lumière en servir plus, ben comme oui. éclairage Mmh. pour éclairer sa table de camping si on est ou un lieu de travail, si on travaille sur le soir. Vraiment pratique. Il y a un bel affichage, ceux qui nous regardent sur YouTube, je vais le démarrer. Un affichage un peu rétro-futuriste. Je trouvais que c'était très joli, qui indique la capacité de la pile, mais aussi le courant qui entre et qui sort. Donc, on peut évaluer si quelque chose bouffe beaucoup de courant. On voit que chacun des ports d'entrée et de sortie, parce qu'on peut, je vais en parler dans quelques secondes, de charger de différentes façons, mais chacun des ports est couvert par un petit couvercle de caoutchouc. Mmh. Donc, il est résistant à l'eau, pas à la pression. On ne peut pas l'immerger, évidemment, mais si on a besoin, si on l'oublie sur la table de pique-nique, par exemple, ou si on est sur la terrasse et qu'il se met à pleuvoir un petit peu, ça ne devrait pas être un problème. C'est impressionnant parce que c'est l'indice, là, pour ceux qui sont curieux, c'est un IP65, ceux qui veulent. Il y a une garantie de 6 ans. Et ça, c'est impressionnant pour une pile Ouais, comme ben, c'est ça. des Des fois, batteries, ces au appareils. lithium qu'il y a là-dedans. C'est quand même des trucs C'est ça, assez écoute, durables, là, en principe, c'est effectivement. lithium-ion phosphate. Mmh. C'est une nouvelle technologie qui serait plus écologique, plus efficace, plus durable que les piles au lithium-ion tout court. Donc ça, c'est intéressant. On parle d'une durée de vie estimée à 10 ans environ, 3000 cycles Mmh. à 80 donc cycle complet de recharge, décharge à 80 La recharge se fait super vite. On peut le brancher, le recharger en à peu près 2 heures avec une prise normale. Moi, j'avais une pile de moindre capacité qui prenait plus de temps à charger. Heu, Vraiment, vraiment chouette et comme c'était passé, c'est une batterie qui est connectée. Fait qu'on peut, Oh! dans son téléphone, voir l'état de la charge et surtout l'état de la décharge de la pile. On peut Mmh. voir les appareils AC, les appareils DC qu'on y a branchés, voir la quantité d'électricité qui passe de chaque côté. Et si on veut, on peut mettre un mode éco qui fait qu'après 1 heure, 2 heures, 3 heures, on coupe l'alimentation des appareils. Si on veut dire, les enfants, vous pouvez charger votre téléphone, mais pas plus qu'1 heure, on va peut-être gagner un peu de temps. Je trouve ça assez impressionnant comme appareil, vraiment, vraiment chouette. Encore une fois, c'est pour le camping de voiture, pas de sac à dos. Mais c'est peut-être quelque chose aussi qui peut être pratique sur la terrasse quand on a besoin, je sais pas, d'alimenter un petit appareil, une petite lampe d'ambiance, un petit projecteur vidéo. Écoute, je sais pas Ben, les cas écoute, d'utilisation. c'est une génératrice 300 watts. C'est l'équivalent de 10 Xbox, donc on peut brancher vraiment beaucoup de choses en même temps. Et la batterie est 403 Wh, donc ça veut dire que si on la fait fonctionner à fond pendant 1 heure, on génère 403 watts de puissance, donc c'est quand même pas rien. Et ça donne une excellente autonomie
pour charger des appareils en tout genre, mais aussi pour les utiliser en direct, comme tu le dis. Tu sais, une lampe pour la table de pique-nique, des choses comme ça. Les gens qui C'est vont ça. camper en pick-up, là, qui mettent tout dans la boîte, ils se rendent sur le site. C'est le genre d'affaire qui peut vraiment rendre le camping moins sauvage. C'est pas tout le monde qui aime ça. Et effectivement, qui font passer l'état de camping à glamping. Je pense que tu Non, c'est plus que du glamping. Tu sais quoi, tu peux brancher ton blender avec ça, là. Tu sais, exactement. des trucs comme ça qui Un ajoutent niveau de des... confort. Non, mais c'est définitivement. ça. C'est un niveau de confort complètement délirant, là. Mais Mhm. ça a cette possibilité-là. Une petite Moi, j'ai chaufferette bien hâte. électrique. Ben oui, en cas de panne d'électricité. Il disait même que, écoute, il y a un modèle un peu plus costaud, là, 1440 watts, 1152 Wh, le modèle AC 180. Il disait que tu peux carrément alimenter un frigo avec ça. Oui. Ben, évidemment, c'est moins apparent chez nous. On ne s'en fait pas avec ça parce qu'Hydro-Québec et tout ça, là, mais ailleurs, en Amérique du Nord, la question de l'autonomie énergétique fait vraiment peur à beaucoup de gens ou incite beaucoup de gens à s'équiper de génératrices d'appoint comme ça. Et la nouvelle mode, c'est les génératrices électriques / solaires parce que Blue Yeti a une gamme complète au-dessus de cet appareil-là qui sont très puissants. Moi, j'avais mon œil sur le AC300 qui fait 3000 watts, qui vient avec une batterie de 3072 Wh, donc vraiment quelque chose d'assez costaud qui permet d'alimenter pendant toute une nuit, équivalent d'une petite maison sur roue, un gros campeur, là, un véhicule récréatif avec climatiseur et tout le kit là, pour un bon 8 heures d'autonomie, c'est quand même pas rien. C'est sûr que ça coûte cher, mais les nouvelles piles au lithium sont très durables et permettent de faire des appareils. Vu que le lithium, le prix, le coût de ces affaires-là commence à descendre, ça permet d'avoir des appareils comme ceux-là qui sont, je veux dire, portables, entre guillemets, là, parce que c'est clair qu'on ne met pas ça dans nos poches, là, mais qui sont quand même transportables, disons-le comme ça, qui peuvent servir et rendre le camping plus confortable. C'est pas tout le monde qui aime faire du camping ultra sauvage, et ça permet de le faire de façon décente. Ça peut éviter de faire un feu ou de brûler du gaz, d'avoir une génératrice au gaz ou d'avoir des trucs comme ça. Donc, ça peut remplacer le propane, le butane, n'importe quoi. Donc, il y a un élément là qui n'est pas banal. Et à la fin de tout ça, cet appareil-là, on le sait, ça s'en va au recyclage et les matériaux sont récupérés à 98 %. Donc, les gens qui disent « Oh, une batterie au lithium, ça pollue! » Ben non, pas tant que ça. Pas si on en dispose de façon sécuritaire. Exactement. Il y a un deuxième cycle. Oui, tu as évoqué la recharge solaire, encore une fois, pour quelqu'un qui s'installe dans un camping. Tu peux, comme tu l'as dit, le charger avec des panneaux solaires. Blue Yeti fait des kits. Donc, la batterie plus des panneaux solaires, t'as pris... écoute, c'est pas... il faut aborder le moment du prix, puis il y a des gens qui vont dire « Oh non, tabarnouche, vous nous faites rêver, puis ensuite vous nous faites payer. La AC60 coûte autour de 900 $. Je l'ai vu à 800 $ en promotion en ce moment. Ils font souvent des spéciaux. Blue Yeti, il y a 3 marques. Il y a Blue Yeti, Jackery, puis il y en a une autre dont le nom m'échappe, qui était d'ailleurs présente au CES pour une première fois, ce qui était étonnant cette année, parce que c'est un nouveau truc. Mais Blue Yeti, ça a été... la compagnie est née il n'y a pas super longtemps d'une campagne Kickstarter, et de là, ils ont explosé. Et ça donne ça, effectivement. Puis effectivement, c'est pas donné, mais si vous vivez dans un monde où il y a beaucoup de panne de courant, genre chez moi l'été, là, quand il ne fait pas beau comme en ce moment, c'est le genre de gadgets qui valent la peine, effectivement. Ben oui. Pour juste comme sécurité, prochaine panne d'électricité, là, je peux faire un petit peu de cuisine, je peux alimenter des piles, je peux recharger mon téléphone, mon laptop je ne suis pas inquiet pendant 2 jours. Hein. Puis même, à la limite, je peux mettre un petit peu de courant pour juste alimenter mon frigo et redonner un petit coup de froid. Ça peut faire une grosse différence. C'est le Blue Yeti AC60. Je vais mettre un billet sur mon site d'une seconde à l'autre avec des détails et des liens. Mais c'est un beau produit. C'est impressionnant comme kit. Puis c'est pas tous les modèles de Blue Yeti qui sont pensés pour le camping et l'extérieur. Fait que jetez un coup d'œil là-dessus si jamais vous magasinez les piles. Il y en a, comme tu l'as dit, de toutes les capacités, de plusieurs puissances, de plusieurs tailles et de plusieurs prix aussi. Voilà. Pour ma part, j'ai essayé d'autres choses qui vont apaiser. Un autre genre de stress, si vous êtes genre à partir en vacances et à vous inquiéter. On dit, mais ma maison, que se passera-t-il durant mon absence? J'ai testé un gadget qui est assez le fun. C'est une caméra de surveillance. En fait, c'est une paire de caméras parce que c'est vendu en paquet 2. C'est aussi vendu en paquet 4, mais moi, j'ai reçu le paquet 2. Des caméras de la marque TP-Link, la sous-gamme Tapo. Et ce modèle-là, c'est le C420 S2. S2 parce que c'est une paquet 2, mais le modèle, c'est C420. Ce sont des caméras de surveillance pleine HD+, c'est-à-dire c'est du QHD, c'est la pleine définition, mais un petit peu plus large. C'est 2K qu'on dit de résolution vidéo. Ce sont des caméras qui sont vendues avec une batterie. Et détail intéressant, parce qu'on a déjà parlé des Google Nest Cam pour l'extérieur, ici, qui sont aussi vendus avec une batterie, puis qui fonctionnent par Wi-Fi, puis ils permettent de se brancher n'importe où sans avoir à passer des fils. Celle-là vient avec une batterie qui est amovible. Donc, c'est un appareil qu'on fixe au mur et ensuite, on peut retirer la batterie, la charger et remettre la batterie sans avoir à tasser la caméra.
Caméra donc qui se visse n'importe où grâce à une petite base qui s'installe. Et ça, je trouve ça ingénieux, c'est que ça s'installe soit à l'arrière de la caméra, donc on peut la pointer vers l'avant, ou soit en dessous pour la mettre sur une surface, que ce soit une table ou un dessus de toit ou une corniche ou je ne sais pas quoi. Mais ça offre une certaine flexibilité au niveau de l'installation. Et ce sont des appareils qui ont une batterie, donc se connectent au Wi-Fi et transfèrent l'information, la vidéo qu'ils filment, tout ça, à un concentrateur qu'on installe à la maison et dans lequel se trouve une carte SD où est enregistrée l'information. Donc, ce n'est pas dans un nuage. Il y a l'option de s'abonner à un service en nuage chez TP-Link qui coûte, je veux dire, 8 par mois. Ça coûte quelques sous quand même. C'est pas très cher. Je n'avais pas trouvé que c'était abusif. Peut valoir la peine pour les gens qui ne s'inquiètent pas ou qui ont de l'argent pour ça puis qui veulent vraiment le niveau top-notch, mais juste enregistrer tout ça sur une carte SD à la maison, on sait que c'est sécurisé, on sait que c'est chez nous, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là et on a quand même accès à l'information à distance. Les caméras, ce qui est intéressant, c'est que en plus, ça s'ouvre pour... Ça, j'ai trouvé ça fascinant. Ils ont vraiment bien pensé à ça. Évidemment, ça s'ouvre parce qu'on insère la pile et on annonce 6 mois. Excusez-moi, on annonce, c'est ça, 6 mois d'autonomie par charge. Je vais vous dire, dans le meilleur des cas, ça va être 6 mois si vous êtes chanceux. Par expérience, ça va vous donner probablement 3 à 4 mois, probablement plus 4 mois l'été. Et l'hiver, ça va être bon si vous la chargez pleinement, disons, juste avant Noël, vous allez vous rendre jusqu'au printemps. Donc, un bon 3 mois, parce qu'évidemment, le froid réduit la capacité des batteries à fournir du jus, comme on dit. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on peut la mettre à des endroits pas commodes, sans prise d'alimentation, et elle fonctionne quand même assez longtemps. Et comme si la connexion Wi-Fi est aussi une connexion longue portée, les gens qui ont un routeur dans la maison, dans l'appartement, peu importe, peuvent mettre l'appareil à l'extérieur quand même assez loin. C'est pas juste une portée d'au moins 10 mètres, mais ça peut aller un peu plus loin. Et là, vous pouvez vraiment avoir un signal de bonne qualité malgré tout. L'appareil se connecte évidemment à du Wi-Fi. Le concentrateur se connecte soit par câble Ethernet ou par Wi-Fi aussi à votre routeur. Donc, il y a moyen de patenter de quoi pour que ce soit bien durable et qu'il y ait une bonne connexion. Et naturellement, quand l'appareil détecte un mouvement, à ce moment-là, enregistre une séquence vidéo dont on peut paramétrer la durée, tout ça, la qualité même, pour ensuite être transmise, soit par alerte mobile sur votre téléphone ou directement en stockage en version vidéo. C'est un beau gadget. Évidemment, il y a 2 choses à dire par rapport à ça. Il y a la question des données dont on a parlé. C'est stocké chez vous, dans votre carte SD, donc ça, il n'y a pas de question. Il y a les voisins qui vont peut-être trouver ça embêtant de voir que vous installez des caméras chez vous. Évidemment, pointez-les pas chez les voisins, n'est-ce pas? Pointez-les vers chez vous. Parlez-en à vos voisins si vous avez des caméras. Dites-leur, écoute, j'ai besoin de surveiller ma maison, je ne veux pas déranger votre quiétude. Je pointe vers chez moi et c'est tout, donc embêtez-vous pas avec ça. Ça peut être une façon, parce qu'effectivement, il y a la question d'espionner qui est un peu embêtante avec ces appareils-là et on ne voudrait pas que ça se fasse nécessairement. Il y a la base ainsi que les caméras ont des micros, donc on peut, s'il y a un mouvement puis on veut lancer une alerte, il y a possibilité de faire beaucoup de bruit. C'est pas une sirène de système d'alarme complexe, ça fait assez de bruit pour faire peur à un chevreuil, par exemple. Je peux vous le dire par expérience. Et c'est la base qui sonne. Alors, c'est vraiment à l'intérieur que ça va se mettre à sonner. Fait que c'est pas la caméra elle-même qui va sonner. Exact. Mais on peut parler aux gens à travers la caméra parce qu'il y a un micro. Tout à fait, exactement. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Si tu vois quelqu'un avec l'application dans ton téléphone, si tu es connecté à Internet, tu peux détecter quelque chose, tu vois l'alarme. Si c'est un livreur, par exemple, tu peux lui parler, peux-tu mettre le paquet dans l'arrière, quelque part comme ça. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça bien le fun. Le fait que ce soit un paquet de 2, je trouve ça incroyable que pour le prix, tu vas le mentionner en quelque sorte, mais pour le prix que tu as un paquet de 2, il me semble qu'une caméra de surveillance seule, c'était plus cher que ça et de moins bonne qualité que ça il n'y a pas si longtemps. Là, tu en as 2, tu peux donc pointer dans 2 directions différentes, une pour la cour avant, l'autre pour la cour arrière, avoir 2 angles pour être certain d'aller chercher les 2 côtés de la maison pour ne rien rater. Ouais. Ben impressionnant. C'est le fun parce que ce sont 2 appareils et c'est 280 pour un paquet de 2. J'ai remarqué, il y a des spéciaux. D'ailleurs, TP-Link les a liquidés cette semaine. Ils étaient 170 pour un paquet de 2. Donc, je ne sais pas si c'était une occasion unique ou si ça va se reproduire, mais surveillez ça. Des fois, les spéciaux, ça vaut la peine parce que là, à ce prix-là, c'est vraiment une aubaine pour les gens qui cherchent un système de surveillance à la maison. Il y a beaucoup de gens qui payent encore des services mensuels. Avec centrale d'appel, tout le kit, là, on est rendu à un stade où la technologie comme celle-là a quand même fait des grands progrès et peut remplacer facilement des services comme ça, surtout que ça sauve des sous après, parce qu'une fois qu'on a payé la caméra, le service est entièrement gratuit et on reçoit une alerte sur notre téléphone. Évidemment, il faut paramétrer l'alerte parce que le niveau de sensibilité des mouvements, tout ça varie d'un appareil à l'autre et il y a souvent des faux positifs, donc ça devient un moment donné où on perd un peu le fil.
Moi, j'ai passé l'hiver à me faire alerter parce qu'il y a des chevreuils dans ma cour et je n'ai jamais vu un chevreuil dans ma cour. Donc, malheureusement, j'ai toujours raté cette occasion de connecter avec la nature. Mais ça peut devenir utile pour détecter des personnes, des choses comme ça qui seraient susceptibles de venir regarder dans vos fenêtres ou peu importe. C'est un bel appareil. C'est aussi pratique, si vous avez effectivement une deuxième résidence ou quelque chose comme ça, puis vous voulez la surveiller à distance. Évidemment, ça permet de savoir ce qui se passe quand on a un chalet, entre autres. Et de surveiller le chalet à distance sans avoir à monter à chaque fois là où il se trouve. Oui, puis des fois, juste voir, comme tu dis, voir les chevreuils, voir les animaux. Tu sais, tu as des poubelles, puis ils sont tout le temps saccagés. Tu te demandes c'est quoi, tu vois que c'est un raton laveur, tu vois que c'est quelque chose comme ça peut être rassurant. C'est un bon point. Il y a une lumière là-dessus. On peut donc allumer le faisceau, en fait, pour faire peur à un éventuel raton laveur. Donc, c'est vrai que c'est un bon point. Je n'ai pas pensé à ça. Ça me fait penser que j'aurais peut-être l'installé. Et voilà, non, il y a plein de belles fonctions. Et puis, l'autre chose aussi qui est le fun, c'est que tu peux partager tes alertes avec quelqu'un. Fait que quelqu'un qui se dit oui, mais si un voleur est puis je suis pas là, tu peux dire à quelqu'un d'autre de voir qu'est-ce qui se passe en ton absence. Ça peut être rassurant parce que souvent l'avantage de payer pour un service, c'est que tu as une centrale qui va pouvoir questionner, faire preuve de jugement. Dans ce cas-ci, tu peux confier à quelqu'un d'autre ou à quelques autres personnes la surveillance de ta maison. Évidemment, il faut faire confiance là, parce que si on se promène tout nu dans la maison et que la caméra pointe vers nous, là, ça, c'est votre problème, honnêtement. C'est ça, mais ça peut être une belle option. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai installé chez mes parents, le kit de Tapo, là, puis ils sont très, très contents. TP-Link Tapo C420. Donc, ça, c'est l'appareil essayé. Il existe différentes versions chez TP-Link. Il y a les Google Nest Cam aussi qui sont chez Google avec ou sans fil. Oui. Évidemment, les Nest Cam, c'est strictement sur les serveurs de Google et de Nest. Donc là, il y a peut-être des questions à vous poser sur ce que fait Google avec les images, mais ils disent qu'ils n'en font rien. C'est à vous de voir. Ça, c'est ce que j'ai chez moi. Je suis plus cowboy. C'est ce que j'ai chez moi. Mais Nest, à la base, est une compagnie qui parlait beaucoup de respect de la vie privée. Google ont déjà dit qu'il n'y avait plus de vie privée, donc faut voir. Voilà, ça fait le tour pour cette semaine, mon cher ami. Les partenaires Plan Hub, TELUS, Jura, merci beaucoup pour le bon café Jura. C23, le groupe Cogeco, merci pour la diffusion du podcast. Tout le groupe Cogeco, c'est quoi 98.5 FM. Claude Hébert à la mise en onde. Moi, on peut me trouver sur pascalforgette.com. Alain, on le trouve partout. Dans le Devoir. Dans le Devoir, entre autres, dans InfoBref. Branchez-vous, Branchez-vous. Protégez-vous. Je peux vous faire une petite liste, là. On commence à faire des affaires pas mal de fun, effectivement. Vous pouvez aller lire ça. Plein d'informations intéressantes. Je parle de ces caméras-là dans le Devoir samedi, donc si ça vous tente d'aller lire ça, il y a ça aussi. Autrement, nous, c'est la fin pour cette émission. On vous souhaite une bonne fin de semaine de la fête nationale du Canada, si vous la fêtez à Taboy. Autrement, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!